Comment vous allez? Où sont les filles ici? Où sont les filles? Là! Voilà, c'est ça que je veux entendre. Et les garçons? Là! Ça va. Ça se passe bien le salon? Bon. Et au niveau sonore, c'est mieux avec le micro pour vous ou... Ouais, ok. Nickel. Alors on va rester avec le micro. Très bien. Alors, déjà je vous demande, s'il vous plaît, parce que c'est un honneur pour nous ici de la recevoir, la comédienne Audrey Sourdive, talentueuse. Effectivement, première fois pour le TGS, on remercie donc Frédéric et Alice qui nous permettent de faire venir Audrey Sourdive, qui est entre autres, et on va faire le déroulant de son parcours, notamment la voix française, tu n'es pas la seule d'ailleurs, mais une des voix, il y a Anya Taylor-Joy, comédienne exceptionnelle, actrice, je crois que tu l'aimes beaucoup toi ouais, aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, absolument. Évidemment, Princess Peach dans Super Mario Bros et tant d'autres. Je vous demande de l'applaudir très fort. C'est gentil, merci beaucoup. Alors évidemment, je vais commencer par la première question qui va de soi pour savoir un petit peu comment toi tu es venu au métier de comédien. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que tes parents étaient dans le circuit ou dans une forme ou autre artistique, pas forcément d'ailleurs la comédie? Alors moi j'avais un papa qui n'est pas connu du tout, qui faisait du théâtre dans des petites troupes, quelquefois amateurs, voilà, en mode vraiment pas connu. Si vous tapez Pierre Sourdive, c'est son nom, vous le trouverez vaguement dans des petites pièces, mais voilà. Mais donc moi j'ai été d'emblée, depuis gamine, dans un univers artistique. Je passais toutes mes vacances en tournée avec lui. J'étais voilà, dans les salles de théâtre depuis ma naissance. C'était un peu mon univers. Donc j'ai commencé le théâtre quand j'avais 4 ans, en tournée avec lui, dans des grosses pièces un peu classiques comme Ubu-Roi, Les Sorcières de Salem. Je faisais des petits rôles dans les pièces, en tournée l'été. Et j'ai toujours joué au théâtre toute ma vie. À l'âge de 17 ans, j'ai décidé d'arrêter pendant quelques années pour prendre des cours, pour essayer de reprendre la base, parce que quand on commence très tôt, on peut avoir des tics de jeu, des habitudes qui se prennent, qui sont des trucs pas obligatoirement hyper sincères, et moi je voulais retrouver la sincérité sur le plateau. Donc j'ai fait une formation pendant 3 ans dans un conservatoire à Paris. J'ai enchaîné sur un autre cours de théâtre pour faire 1 an de plus. Et après, j'ai pas arrêté de jouer pendant 4 ans, hein. J'ai arrêté de jouer pendant 1 an et demi, 2 ans, pour faire bien les cours de théâtre. En même temps, je passais le bac, donc ça faisait beaucoup de choses en même temps. Et après, voilà, j'ai toujours continué à faire du théâtre toute ma vie. J'ai commencé à avoir des gros rôles vers l'âge de 15 ans. Et en fait, j'ai fait du théâtre tout le temps. La caméra m'attirait moins. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était un rapport avec le public. J'avais le côté immédiat de la scène, c'est ça qui me plaisait. Et je pensais vraiment pas pouvoir être heureuse en faisant autre chose que du théâtre. Et puis un jour, j'ai été prise sur un spectacle qu'on devait faire pendant 2 ans en tournée. Et du jour au lendemain, le metteur en scène nous annonce que la compagnie s'arrête. Et je devais faire donc 2 ans de tournée avec Macbeth et je me retrouve sans aucun taf pendant des mois. Je venais de passer la trentaine et j'ai commencé à flipper de ouf parce que j'étais pas quelqu'un de très sociable, relationnel, je savais pas me vendre, je savais pas aller aux avant-premières, je savais pas chercher un agent, et donc j'étais très perdue dans ce milieu-là et je me suis dit ça va être compliqué pour moi, il faut que je rebondisse, il faut que je trouve quelque chose qui me plaît. Et on m'avait toujours dit que j'avais une voix intéressante, qu'il fallait que je fasse du doublage. J'avais essayé de faire un stage de doublage mais j'avais jamais eu les financements. Et donc là, dans cette période de désespoir, où vraiment il n'y avait rien qui arrivait au niveau théâtre, j'ai réussi à décrocher un stage de formation de doublage pendant 15 jours. Et ça a été une révélation pour moi. Je me suis rendu compte que quand j'ai été au micro, ça a été le kiff absolu. Je pouvais faire plein de rôles qui n'avaient rien à voir avec mon physique. Pour une fois, je ne me jugeais pas par rapport à ce que je dégageais sur scène, parce que j'avais fait plein de jeunes premières, un peu cucu, faut le dire, quelquefois. Des rôles de jeunes premières aussi un peu badass, mais souvent un peu cucu dans le théâtre classique. Les jeunes premières, c'est pas toujours le truc qui est le plus fun à jouer. Les dernières années, j'avais commencé à faire des Lady Macbeth, des Hermione, des rôles un peu plus péchus, compliqués, intéressants à jouer. Mais là, quand j'ai commencé le doublage, on s'est rendu compte qu'avec ma voix,
je pouvais faire des méchantes. Comme disait David, je pouvais faire des grosses salopes. Des nanas avec vraiment... Non mais c'est vrai, des nanas à gros seins un peu idiotes aussi, des nanas très écervelées. Je pouvais faire des filles ultra sensuelles et que j'avais une vraie autorité dans la voix. Donc tout d'un coup, on m'a fait faire des méchantes, des flics, des nanas un peu droguées, bourrées, bizarres. Et tout d'un coup, j'avais une palette de personnages que mon physique m'amenait pas. Je pouvais faire des nanas de plein d'origines ethniques, donc génial. Tout d'un coup, je pouvais venir d'Inde, je pouvais faire une nana métisse sublime. T'avais moins de frontières à travers la voix. Exactement, là c'était... je faisais Hélène Sharp, c'est pas vrai que j'ai oublié le nom, de cette série médicale. J'adore cette série, j'ai fait ça pendant des années, c'est pas possible. Bref, donc Hélène Sharp, qui est, c'est un personnage que j'ai adoré faire, qui est une fille d'une beauté absolument sublime. Ouais, ma voix lui va bien, quoi. C'est incroyable. Et en même temps, comme je peux éclaircir un peu ma voix, aller plus dans les aigus ou dans les graves, je pouvais faire aussi plein d'âges différents. Et plein d'orientations sexuelles différentes, ce qui était chouette aussi. Je pouvais faire des femmes transgenres de 40 ans, comme je pouvais faire des ados, Et ça a été une révélation de malade, et ça a été le début d'une vraie passion. Et donc ces débuts au micro, j'ai fait, ok, je peux être heureuse aussi derrière un micro. Il n'y a pas que la scène, il n'y a pas que le théâtre qui me tient. Et à partir de là, j'ai pas lâché. Je suis allée assister comme une folle pendant... on va dire, 1 an et demi, 2 ans. À l'époque, on pouvait encore le faire. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué. S'il y en a certains qui sont intéressés par le doublage. Ouais, c'est plus dur d'assister. Et puis avec la confusion des chaînes comme Netflix, etc. Déjà, il y avait une peur du piratage, mais c'est encore devenu... Ouais, il y a des grosses clauses de confidentialité. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Et en fait, les clients ont commencé à vouloir fermer les studios. Mais à l'époque, quand moi j'ai commencé, il y a 7-8 ans, on pouvait arriver dans un plateau, dire « Bonjour, je suis comédienne, est-ce que je peux venir assister ?» Et donc, en fait, on regardait les enregistrements des comédiens qui travaillaient déjà depuis longtemps, donc apprendre en les regardant faire, et à la fin de la journée, on pouvait passer un essai quelquefois de temps en temps. C'est comme un petit casting, où on regardait un bout de la série ou du film, et on devait faire la voix dessus, et c'est une façon de passer un casting. Et si on le réussissait, on faisait des tout petits rôles, puis après des rôles plus importants. Et voilà comment j'ai commencé dans ce métier et pourquoi j'ai pas lâché, parce que ça a été une révélation de passion pour moi. On va revenir plus en détail sur le doublage, la technique, etc. Je voudrais quand même juste avant, et on reviendra sur cette technique particulière, revenir sur 2-3 choses. Donc tes parents, de toute façon, quoi qu'il en soit, ils t'ont pas mis de frein par rapport à ça, parce qu'il y a des fois, même des gens qui sont dans le circuit qui disent « Ouais, tu sais, c'est en strombinoscope, on sait jamais. » Ma mère voulait que je sois médecin. On s'est vite rendu compte que elle voulait que je sois chirurgien, exactement, chirurgienne. On s'est rendu compte que comédienne chirurgienne, c'est compliqué, au niveau des études, ça le fait pas. Donc, elle a quand même insisté pour que je passe un diplôme. Donc j'étais en cours de théâtre. C'était entre 35 et 39 heures de cours de théâtre, et en plus j'étais à la fac. J'ai tenu 3 mois de fac, et après j'ai passé tous mes examens en examens terminaux. En fait, j'allais pas en cours, mais je passais les examens, et je suis allée jusqu'au doctorat comme ça. Donc j'ai un doctorat qui n'est pas validé, je suis allée jusqu'à la 3e année de doctorat, mais j'ai un master 2 de lettres modernes, option lettres et arts, qui est validé à la Sorbonne Nouvelle, qui ne me sert à rien. Mais, et en plus, j'ai même pas la chance de dire « Putain, j'ai appris plein de choses !» Ce qui aurait pu être génial. Mais non, comme j'avais pas le temps d'aller en cours, je passais juste les examens. Je demandais à des gens en sortant de cours, est-ce que vous pouvez me photocopier, s'il vous plaît, voilà, que je rattrape le truc. Et je travaillais comme une malade 1 mois avant les examens. Donc j'ai même pas appris tant que ça, parce que c'était de l'apprentissage un peu idiot, juste pour pouvoir passer l'examen. Et donc j'ai un diplôme, je suis diplômée de la fac. On peut l'applaudir. Oh oui, bien sûr. C'est très important. Ah oui, ma maman est contente. Maman est très contente. Ça n'a servi à rien, mais ça a rassuré ma maman. Alors voilà. tu es, on l'a compris, très caméléon dans le domaine du doublage, mais aussi dans le domaine de la comédie en général, sans t'enfermer. Je voudrais qu'on revienne 2 petites minutes avant d'aborder tous tes rôles. Ils sont nombreux, c'est vachement intéressant. Notamment Elvire, Lady Macbeth, du théâtre contemporain, du théâtre pour les enfants. Quels sont, toi, tes meilleurs souvenirs en théâtre ? Et d'où vient cette volonté, on va dire, d'être assez éclectique? J'imagine que tu n'aimes pas qu'on t'enferme dans des cases, je suppose. Non, mais en même temps, tous les comédiens, je pense, ont des trucs qu'ils préfèrent jouer. Moi, pendant longtemps, j'aimais tout ce qui était hyper tragique. J'aimais bien faire les scènes de drame, où ça pleure, où c'est complètement torturé, je trouvais ça génial, je me disais oui c'est ça la vie. Non, c'est pas que ça la vie, c'est bien de rigoler aussi. Et plus j'ai évolué en âge, plus on a commencé à me proposer des trucs comiques
Alors que vraiment, à la base, je me disais, mais je suis pas drôle du tout, moi, j'arrive pas à faire rire, c'est une cata. Pourquoi vous voulez me mettre sur un truc comique? Si, vas-y, essaie. Et en fait, plus le temps a passé, et le doublage m'a aidé aussi pour ça, parce que j'ai fait des rôles plus drôles, avec un côté beaucoup plus des sitcoms, des machins où tu fais ah ouais, ça marche bien. Et on apprend en fait en faisant du doublage, on apprend vachement. En essayant de rendre hommage au comédien à l'image, on essaie de comprendre son jeu. Et donc je pense que ça nous enrichit notre palette de jeux en tant que comédien, de faire du doublage. Et donc là, ces dernières années, j'ai eu la chance de faire le dindon de Fédo. Alors je ne fais pas un dindon sur scène, je vous le dis tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas, mais je fais l'héroïne de la pièce et je fais aussi un petit rôle de prostituée complètement loufoque dedans. Et c'était délicieux à jouer, j'ai adoré ça. Donc ça, je pense que la dernière pièce là que je joue en tournée, c'est le dindon, j'adore. Le premier rôle qui m'a vraiment marqué, c'est Antigone d'Anouilh quand j'avais 15 ans et je jouais avec mon papa sur scène. Et ça, jouer avec son père sur le plateau, c'est juste c'est génial, on peut passer de Racine à Corneille, à une prostituée, à Princesse Peach, c'est merveilleux, c'est ce grand écart. C'est ça qui est génial. C'est fabuleux. Mais voilà, donc je crois c'est que... parmi tes meilleurs souvenirs alors. Ah ouais, Antigone, clairement, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. Et le dindon. Et le dindon, et puis Hermione, j'ai adoré quand même. Les scènes de folie et tout, de meurtre, Hermione, bon, je fais ça. Non, c'est juste Hermione, et ce n'est pas dans Harry Potter, mais ça marche quand même. C'était dans Andromaque, mais voilà. Voilà un petit peu les rôles qui m'ont le plus plu à interpréter, en tout cas. On le sait moins, tu as mis aussi en scène, Ninon, une pièce sur le handicap et le circuit ordinaire de Jean-Claude Carrière. Éclaire-nous un peu plus. Alors personne n'a jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire que je pense que vous êtes les premiers à entendre parler de ça. Oui, tu nous sors des choses incroyables de mon CV, mais je pense que les gens ne peuvent pas avoir entendu parler de ce truc. J'ai monté une pièce sur le handicap, effectivement, qui était une commande et qui était pour les entreprises, les écoles, et c'était une pièce sur la dyslexie et le handicap invisible. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est pas moi qui l'avais écrite. Moi, j'ai juste fait la mise en scène et j'ai découvert plein de choses. Moi, j'ai une sœur qui est handicapée, qui a un handicap physique visible. Donc, le handicap invisible, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et je me suis dit que c'était une très très bonne chose de tourner ça, notamment dans les entreprises ou les mairies. Parce qu'en fait, à chaque fois que la pièce se jouait, il y avait un débat après. Et on se rendait compte que parmi les gens du public, il y avait tellement de gens qui avaient un handicap invisible et qui ne le disaient pas à leurs collègues. Et donc ça libérait la parole. C'était absolument passionnant. Et d'ailleurs, je pense que dans les échanges avec les gens, les pièces que j'ai pu faire en dehors des circuits de théâtre, mais en allant dans des lieux atypiques, c'est les rapports avec le public les plus incroyables que j'ai eus. J'ai fait partie d'un spectacle aussi sur l'alcoolisme, où on allait jouer dans des hôpitaux psychiatriques, où on allait jouer aussi dans des associations pour les gens qui étaient buveurs, pour les familles de l'entourage des gens qui avaient un problème avec l'alcool. Et moi, je jouais juste dedans, mais pareil, il y avait des débats après. Punaise, les échanges avec les gens qui venaient me voir pour demander des informations et tout. Moi, j'ai un frère qui est alcoolique, donc ça permettait aussi de faire un lien. Oui, j'ai une sœur qui est handicapée, un frère qui est alcoolique, j'ai une famille compliquée, alors. Mais j'ai une famille qui est pleine d'amour. Hein. Mais voilà, on a une famille nombreuse, recomposée, très compliquée. Mais ça, mine de rien, de pouvoir tout d'un coup avoir un vrai échange avec les gens et pas parler que de Molière, Racine, Corneille, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir aller vers des gens qui vont jamais au théâtre. Aussi, et qui ont aussi d'autres sujets sur lesquels parler. Et la pièce que j'ai montée, l'autre pièce, le circuit ordinaire, c'est un huis clos à 2 personnages, c'est un truc d'anticipation, parce que moi j'adore la SF. Donc voilà, c'était un truc sur la délation, une pièce à tiroir, un petit peu comme alors pas comme Fight Club quand même, faut pas que j'aille à ce point-là, mais en gros, Fight Club, une fois qu'on l'a vu jusqu'au bout, on peut revoir le film et le comprendre complètement différemment. La pièce que j'avais montée de Jean-Claude Carrière, elle n'est pas connue du tout, c'est une petite pièce qui dure 1h15, et à la fin, on comprenait des choses et on pouvait revoir la pièce en faisant « Ah putain, d'accord, ils ont menti depuis le début, c'est chouette ». Voilà pourquoi j'avais monté ce spectacle. Est-ce que tu peux nous dire, donc toi, ta première fois en doublage, est-ce que c'était une série, un film, un dessin animé? Est-ce que tu as eu le trac ou pas? Parce que mine de rien, vous voyez, la bande rythmo, avoir le lip-sync, être synchrone, ça requiert quand même une technique particulière en plus d'être comédien. Est-ce que pour toi, ça a été facile ou pas? Et quelle a été... si tu te souviens, toi, de... Alors, moi, je me souviens, mais ça n'a rien à voir avec le doublage, mais j'ai fait la première fois que je me suis doublée, je me suis auto-doublée. Dans un truc non, mais c'était un court-métrage improbable sur un truc de pirate,
où on avait tourné sur un bateau où tout le monde avait le mal de mer. Il fallait grimper sur des cordages, enfin c'était n'importe quoi. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'avec le vent sur le bateau, toutes les prises de son étaient pourries. Donc il a fallu qu'on se réenregistre. Comme de la post-synchro. Enfin, exactement, pour pouvoir avoir des prises de son qui étaient potables. Donc la toute première fois où j'ai posé ma voix derrière un micro, c'était pour ça. Après, j'ai fait un court-métrage de Lego, où pareil, on m'a demandé de faire une création de voix, et en fonction de ma voix, ils ont fait l'animation de Lego. Donc ça, j'avais pas encore fait de stage de doublage, je crois. Et après, ma première fois au micro avec la bande rythmo, avec toute cette technique, c'était en stage. À l'époque, c'était Le Magasin, qui était la meilleure formation de doublage de Paris. Aujourd'hui, si vous avez envie de faire du doublage, ne faites pas obligatoirement Le Magasin, qui est une bonne formation, mais allez plutôt sur Titre à Film. Voilà, s'il y en a certains qui sont intéressés, je pourrais vous donner des infos. C'est devenu vraiment la meilleure formation de Paris. Et moi, la technique, c'est venu très vite. La bande rythmo, ça n'a pas été un problème, c'est pas du tout ça qui m'a mis le trac. Moi, j'ai commencé à avoir le trac après le stage, quand j'ai commencé à jouer, parce qu'en fait, je passais au micro, mais j'assistais pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, sans pratiquer. Et donc, quand on revient derrière le micro et que là, il faut qu'on passe un essai, un casting, c'est à quoi et qu'on s'est pas entraîné pendant autant de temps, la trouille, elle revient. Mais honnêtement, très sincèrement, moi, je me suis sentie très vite à l'aise avec la technique. Je voudrais qu'on parle d'Anna Taylor-Joy, notamment de Northman ou Last Night in Soho, ce qui n'est pas rien. Ouais. Pour qu'on comprenne bien les choses, il y a effectivement les séries télé comme Le Jeu d'Adam, etc. Absolument. Où là, c'était pas moi du tout. Voilà. Et toi, tu es plutôt donc sur les films, en tout cas. En tout cas, récemment. Voilà. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une rencontre avec Anna Taylor-Joy? Est-ce que c'était déjà une actrice dont tu étais au courant ou tu l'as découverte en même temps? Ce qui est dingue, c'est que moi j'ai fait des films où il y a Anya Taylor-Joy, mais je fais pas sa voix à elle. Par exemple, Glass, je fais la voix de Sarah Paulson dedans, je fais pas du tout Anya Taylor-Joy. Et en fait, ça a été une surprise. C'est un directeur artistique qui s'appelle Raphaël Ancio, qui est un des directeurs artistiques que j'adore sur Paris, qui a des visions où tout d'un coup il se fait telle personne, voilà, telle comédienne pour tel rôle, et qui m'a mis sur la première fois, c'était Last Night in Soho. Et honnêtement, film extraordinaire. Ouais, et honnêtement sur le début, j'ai pas reconnu Anya Taylor-Joy. Moi, j'étais, alors je suis pas people, je suis pas obligatoirement les comédiens et les comédiennes dans tout ce qu'ils font. Et donc j'ai pas capté que c'était la comédienne du Jeu de la Dame. J'avais pas capté j'ai pas fait le lien. Et c'est en faisant le film que je suis allée me renseigner, que j'ai vu un petit peu ce qu'elle faisait et tout ça. Et donc on est plusieurs comédiennes à faire cette voix, à faire la voix de cette actrice. Et là pour Mario, j'ai passé un essai avec d'autres comédiennes qui l'avaient déjà doublé, et c'est moi qui l'ai eu, mais je peux pas dire que je sois la voix officielle. Pour le moment, je fais plusieurs fois Anya, mais si ça se trouve, dans 2 ans, elle va faire un autre film et c'est pas moi qui la ferai. Donc voilà, j'ai du bol, j'espère que ça va continuer. Quand tu doubles quelqu'un comme Anna Taylor-Joy, etc., par rapport à un dessin animé ou autre chose, est-ce que ça demande plus une certaine rigueur? Parce que dans la création vocale en dessin animé, on est plus libéré, c'est plus créatif. Est-ce que dans le film, c'est différent? Alors, sur un manga, c'est plus créatif. Sur un animé, là, souvent, quand en plus c'est du japonais qu'on a en original dans l'oreille, on est plus libre. Honnêtement, on a plus de possibilités de se lâcher, de créer un personnage. Et encore, l'objectif, c'est quand même d'être raccord avec l'original. Donc on n'est pas complètement libre de faire n'importe quoi non plus. On va pas se mettre à lui donner un accent, ou lui prendre une voix complètement bizarre. Si la nana, elle parle comme ça en japonais, il n'y a pas de raison, quoi. Mais par contre, sur des films d'animation comme Mario, ah non, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut du tout. Il faut être raccord avec la VO. Et là, sur Mario, il y avait Universal qui était là, les réals qui étaient là, tous les clients. Il y avait 6 personnes qui étaient présentes pour faire... Non, on le veut un peu plus comme ça, on le veut un peu plus comme ci, on va changer le texte à ce moment-là. Donc là, très pro. Voilà, c'est hyper carré, c'est au millimètre près. Il faut qu'on corresponde exactement à ce que eux attendent. Donc là, au niveau de la création, on est un peu moins libre, mais en même temps, on rend plus hommage à la VO. Donc voilà. On va parler en détail de Mario et revenir aussi sur tous tes autres rôles. Pour un film justement comme Super... Les pauvres, il va falloir qu'ils se posent des questions, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous écouter parler, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils posent des questions aussi. On verra après. Un petit moment à la fin. Voilà. Super Mario Bros, pour un film, d'ailleurs Mario, ou d'ailleurs d'autres longs métrages, est-ce que par rapport à une série ou un dessin animé, on a plus de temps? Est-ce que c'est un peu plus luxueux, entre guillemets, pour moins courir? Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors ça dépend vraiment des séries et des films. Ouais. Souvent sur les films, ce qu'on appelle dans le jargon
jargon les 35. Les 35, on a souvent beaucoup plus de temps pour travailler. Norseman, par exemple, on a pris le temps. On avait des séances de travail plus longues. Là, j'ai fait Carrie Coon dans SOS Fantôme. L'héritage. Voilà, le dernier qui est sorti. On avait vachement de temps pour travailler. Donc ça, c'est chouette. La plupart des séries, faut pas dire qu'on speed non plus. Il y a des séries où ça enquille beaucoup. Mais par exemple, la série She-Hulk, je suis dedans. Je fais l'amie de Hulkette. Ça, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle, mais enfin, vous m'avez compris. Voilà. Et ben ça, on a pris le temps aussi. Donc il y a des séries où on va quand même avoir le temps de travailler. Et puis il y a des séries où il va falloir enchaîner. Parce que les directeurs artistiques n'ont pas eu droit d'avoir beaucoup de jours pour travailler. En fait, un peu. Exactement. Mais globalement, les séries, on a moins de temps que pour les films. Les animés, on a moins de temps que pour les films d'animation. D'accord. Voilà. Tu es aussi Carrie Coon dans Boston Strangler. Oui. Voilà, notamment. Mais ça, vous ne l'avez pas vu non plus, ça m'étonnerait beaucoup. Effectivement. Sur Super Mario Bros, alors plusieurs questions. La première déjà, on peut le dire, tu es gameuse. Ouais. Donc, si je te demande, est-ce que tu connaissais Mario, machin, ça serait une insulte, mais est-ce que tu étais déjà fan, parce que tu peux aimer aussi beaucoup d'autres jeux vidéo univers, est-ce que tu le pratiquais et quel effet ça t'a fait de te dire purée, bordel, j'ai été retenu sur ce qui est quand même fou. Une licence extraordinaire, quoi. Honnêtement, c'était fou. Quand je suis venue pour passer l'essai, c'était dans un grand studio avec un immense écran de cinéma. On arrive là-dedans, c'est hyper impressionnant et je vois en géant la tête de Peach. Et je me dis, c'est pas moi ça, qu'est-ce que je viens faire là? Ils se sont trompés. Pourquoi j'ai Peach? Ça doit être le casting d'avant. Je me dis, moi je viens faire une méchante, un petit rôle, enfin je viens pas pour la princesse, moi je fais les badass, je fais les meufs, ouais qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas là, la princesse. Et tout d'un coup je vois les extraits, donc je comprends qu'effectivement je dois faire la princesse déjà, je l'aurai jamais, c'est sûr. Mais quand je vois les scènes, je réalise déjà que c'est la voix d'Anya Taylor-Joy, donc qui a une voix quand même assez grave. Je me fais, j'ai peut-être une chance de la voir. Mais surtout, je vois que c'est une princesse qui n'est pas la princesse qu'il faut aller sauver, la pauvre. Ouais, c'est pas la potiche années 80, ils l'ont fait évoluer, bien sûr. Pas du tout. C'est la princesse qui envoie, qui a un côté beaucoup plus girl power, qui va sans être non plus dans un truc ultra revendiqué comme ça non plus. C'est pas caricatural. Et là, je me rends compte quand je passe l'essai que, ça marche vachement bien. Alors avec mon pardon, je le dis, c'est pas que je manque d'humilité, mais j'étais là, je trouvais que ça marchait vachement bien. Je trouvais que c'était chouette. Donc, quand je suis sortie du casting, je me suis dit, punaise, j'ai une chance de malade, je sais pas si je l'aurais, mais en tout cas, c'était tellement rigolo de voir que ma voix pouvait passer sur cette princesse que jamais de ma vie j'aurais imaginé pouvoir faire. Tu t'es surpris toi-même en quelque sorte. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit, si jamais je l'ai, comment ça va surprendre plein de gens qui me voient et qui me disent, non mais toi un jour il faudra que tu fasses une méchante de Disney, ce qui est mon rêve. Je rêve de faire. Ça arrivera. Je rêve de faire Ursula dans La Petite Sirène. Je crois que mon rôle idéal c'est la méchante Yzma dans Cusco. Je pense que j'aurais été géniale dans Yzma. Elle est géniale la comédienne qui le fait, mais j'aurais adoré faire un rôle comme ça. Et on m'avait dit ouais toi il faudra que tu fasses une tarée un peu méchante, un peu vicelarde dans un gros film d'animation. Et là, je me dis on m'attend plus là-dedans que dans une Princesse Peach. Et je l'ai eu. Et donc, je vous avoue que quand je l'ai eu, je sautais partout dans ma maison, comme une folle, à faire je l'ai eu. Comme dans Super Mario Bros. Voilà. En disant, je ne peux pas le dire, putain, faut que ça reste secret pendant tellement longtemps. T'as ouvert le champagne, t'as fait la fête non, j'étais toute seule parce que je ne pouvais pas le dire. Donc, mon amoureux l'a su quand même, je vous le dis, mon amoureux l'a su, faut pas le répéter. Mais mon amoureux l'a su parce qu'il m'a vu quand même effectivement. Donc il a gardé le secret. Il était dans le secret des dieux. Voilà, il était dans le secret des dieux. Mais donc c'est resté entre nous. Mais quand c'est sorti, là de toute façon, tout le monde était au courant. Ça y est, on pouvait le dire. Mais quand il y avait les bandes annonces, j'avais toujours pas le droit de le dire. Donc j'avais plein de copains qui m'envoyaient des messages en faisant c'est toi, Peach. Et je ne répondais pas. Donc ils étaient là. Mais tu me fais la gueule. Non, je ne peux rien dire. Je suis muselé sous contrat. Voilà, je ne dis rien, je ne communique de rien, même par message, je ne dis rien. Mais donc, quand c'est sorti, j'ai envoyé un message à tous mes potes en disant « Allez, on se fait une sortie ciné ». On y allait, on était 10-15 dans la salle avec un de mes grands potes, Adrien Larmande, qui fait du doublage aussi, qui est un fan de Star Wars, qui est dans le dernier Jedi Survivor et qui fait une toute petite voix dans Mario. Il fait un des Todd.
Et qui est dans Alice in Borderland aussi. Alice in Borderland, Labyrinthe, il est génial, voilà, c'est un excellent comédien de doublage. Et Ça va, vous n'êtes pas déconcentré. Mais c'est toi, c'est moi. c'est ça, exactement. Et donc j'ai fait, ça y est, c'est toi là, voilà. Bon. Bref, et donc on y allait tous ensemble et là on a fait la fête. Voilà. Après on a pris des pots et on a bien célébré ce rôle. Voilà. Alors 2 autres questions pour Super Mario Bros. Ouais. Est-ce que tu as une séquence, voire des séquences favorites du film que tu as doublé ou en tant que même fan Moi j'adore Bowser, que tu as préféré, et si oui, pour quelle raison? Alors moi dans le film j'ai adoré Casey Chase dans l'étoile dépressive. Je trouve que cette étoile dépressive est extraordinaire. De toute façon, tous les petits rôles dans Mario, toutes les petites apparitions, c'est que des comédiens ultra connus. Moi, de tous les comédiens qui sont dans le film, je pense que je suis la moins connue. Et je pense que je suis la plus nouvelle dans le doublage. Un excellent casting d'ailleurs. Ah, mais le casting est dingue. De ouf. Le casting est dingue là. Il y a une petite voix de Dorothée Pousseau, une petite voix de Donald Renew, mais il y a des petites voix partout. Tout le monde est. Honnêtement, voilà, moi je débarque au milieu des grands là-dedans. Moi, voilà, mine de rien, 8 ans, ça fait 8 ans que j'en fais, mais il y en a, ça fait 30 ans qu'ils le font. Il y en a qui ont commencé, ils étaient gamins dans le doublage. Et donc, Casey Chase dans l'étoile dépressive, j'adore. Et moi, honnêtement, Bowser, Jérémy Covillo, mais je peux pas dire ça parce que Mario, je l'ai trouvé génial, Luigi, je l'ai trouvé super. Honnêtement, j'ai adoré toute la VF. Mais je pense que le Bowser amoureux, je m'y attendais pas par rapport au jeu quand j'étais petite, tu vois. Tu me demandais, voilà, est-ce que j'avais joué à Mario? Moi, j'ai joué à Mario quand j'étais gamine. Mario Kart, j'ai toujours été très mauvaise, mais très mauvaise. Donc avec les copains, allez, on se fait une séance Mario Kart. Oui, voilà, je suis à chier. Les machins avec le truc les parcours, les cartes. J'étais mauvaise, je me prenais tous les murs, je tombais, enfin une catastrophe. Donc j'aimais beaucoup l'univers, mais c'était pour moi un truc qui était lié à l'enfance. Je m'étais racheté quand même tous les Mario bien avant de faire le film, voilà, sur la console. Et c'est quoi ton préféré, pardon, en Mario comme ça, je crois que c'est le 2, c'est celui où tu peux avoir la queue et tu peux avec voler. Yoshi, et tout ça, et Tanuki. Ouais, voilà. Enfin, c'est celui où tu peux être en petit raton laveur et tu peux te mettre à voler et tout ça, j'adorais. Mais donc j'aimais beaucoup Mario, mais c'est vrai que mes licences de jeu après, c'était Resident Evil, c'était des trucs beaucoup plus horreur, flippant. Les zombies, j'aime bien les zombies. Voilà. Et puis après, Last of Us, tout ça, tous ces jeux-là, les Assassin's Creed, c'est beaucoup plus mon univers. Mais pouvoir avoir la chance de faire Mario quand même, ça amène un truc de nostalgie. Et tu m'as posé une autre question que j'ai zappée, je crois. Non, mais tu as bien répondu à l'ensemble. Il y a surtout une autre chose, c'est que... Ah oui, c'était les trucs préférés. Tes scènes préférées à toi, parce que là, tu as parlé de tes goûts en tant que spectatrice. Ah, mais alors moi, j'ai Mario. Mais ce que tu as doublé, toi, est-ce qu'il y a des passages, un moment, par rapport à la princesse Peach ou son Peach, j'ai envie de dire? Non, mais honnêtement, non, moi, je peux pas dire que j'ai un passage préféré parce que c'est de l'ego bizarre de dire ça parce que quand on s'écoute... Tous les passages. Mais quand on s'écoute ou quand on se voit, quand on se voit filmer, pour moi c'est très compliqué. La caméra, j'ai toujours du mal. Mais le micro, j'ai plutôt tendance à faire, quand c'est bien, à aimer entendre. Voilà, quand je joue à un jeu vidéo dans lequel j'ai doublé et que je trouve ça cool, Last of Us par exemple, j'ai adoré jouer avec le personnage d'Abby alors que c'était moi qui faisais la voix. C'est complètement schizophrénique, mais j'ai trouvé ça super. Quand je pleure et que je suis là dans la flotte et que je me bats avec le couteau et que machin et que je me fais poignarder, je pleurais, évidemment, je pleurais en jouant, en faisant mais elle pleure et c'est moi et c'est bizarre. Mais c'était génial à faire, quoi. Franchement, c'était... Voilà, donc il y a un côté très égocentrique bizarre, je le reconnais, comme quoi c'est pas bizarre que je fasse des rôles de folle. Voilà. Donc quand c'est mauvais, par contre, c'est dur. Quand on trouve ça pas très bon et qu'on fait là c'est plus compliqué, mais honnêtement ça arrive assez rarement, on est quand même bien dirigé. Et là dans Peach j'avais peur que les autres autour de moi, que mes copains ils trouvent ça pas bon, mais moi quand ça a commencé j'ai fait putain c'est bien, je trouve ça chouette. Je trouve ça super chouette, je trouve que je lui colle bien. Alors après à la fin du film j'ai fait ça va, ah ouais super, tu lui vas super bien, ça t'a rassuré, elle est badass et ça m'a rassuré. Mais en fait moi j'ai pris un plaisir honnêtement à le regarder et à le jouer sur toutes les scènes. Elle n'a pas tant de scènes que ça. Il n'y a pas tant de dialogue que ça. Dire, ouais. Le petit moment où elle se retrouve avec Mario, elle lui parle de l'univers, de comment elle est arrivée chez les Toads et tout ça, c'est très joli. Les moments... mais
il y a le moment avec Donkey Kong et la baston, ça m'a beaucoup fait rire. Le moment où elle parle pas, mais elle fait son parcours, où elle saute comme une folle, j'ai trouvé ça génial avec la musique. Je crois que c'est I Need a Hero ou je sais pas. Je dis, voilà, alors que je parle pas, donc bon, je fais, je saute. Donc je peux pas dire qu'il y a un passage qui m'a plus plu. Qui a un succès énorme quand même au box-office, puisque le créateur donc de Super Mario, évidemment, alors on va le dire au conditionnel, mais il a déjà dit ah oui, évidemment, un 2, un 3, enfin, ils ont envie, il y a une volonté d'aller, alors c'est pas encore officiel, c'est envisageable, mais ils ont envie d'aller plus loin forcément avec un succès pareil, donc c'est en train de battre tous les records, mais pas qu'en France, dans le monde entier, c'est un carton énormissime, pas attendu, qui a surpris même les entrées du Titanic, qui peut-être, c'est pas fait, mais en phase par rapport aux Indestructibles et d'autres films d'animation, si ça continue comme ça, mais ce n'est pas fait, peut-être de devenir le film d'animation le plus vu au cinéma de tous les temps. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver je veux dire, toi, évidemment, j'imagine que c'est pas la première fois tu as pu voir un de tes personnages au cinéma. J'imagine que peut-être qu'Anya Taylor-Joy... Alors non, je suis pas allée la voir au cinéma. La première fois que je suis allée au cinéma pour voir ce que je faisais, et non pas sur Netflix, parce que je le fais tout le temps, hein, hop. Oui, parce que c'est mais sur Netflix, et puis après je passe à l'anglais. J'écoute, je fais, c'est bien, ça c'est pas bien, c'est bien. Voilà, toujours égocentrique, hein, voilà. Mais c'est pour voir le résultat et voir ce que ça donne, ça je le fais souvent. Mais en film, la première fois que je suis allée au cinéma pour m'écouter, pareil, j'avais invité toute ma famille et tous mes potes. C'était la folie. C'était Blade Runner 2049. Je fais le robot dedans, je fais Love, que j'adore ce personnage. Et c'était mes tout débuts dans le doublage, ça faisait pas longtemps que j'en faisais, hein, honnêtement. Et j'ai eu une chance incroyable de pouvoir faire ce rôle-là. Sylvia Hawks. Voilà, exactement. Et cette comédienne, je la suis depuis, parce qu'elle est dans elle était dans Millennium, et à chaque fois c'est moi qui l'ai fait. Donc là, j'espère vraiment continuer à la faire, parce que elle est vraiment folle. Elle est vraiment folle. Si vous avez l'occasion, Si, c'est pas la meilleure série du monde, mais elle est incroyable. Elle fait une reine complètement cinglée, aveugle, et méchante, et puis qui fait semblant d'être complètement illuminée par les dieux. Enfin, elle est vraiment se fait à jouer. C'était dur, mais c'était drôle, c'était génial à faire. Et elle, voilà, donc quand j'ai fait Blade Runner, c'était mon premier film. J'ai pas fait beaucoup de 35, mais voilà, mon premier film. J'ai invité toute ma famille, tous mes potes à venir. On était au Grand Rex. On est sortis du Grand Rex. Et c'était drôle parce que tout le monde a détesté le film. J'ai détesté. Ils m'ont dit non, mais l'original était tellement mieux. C'est ce que j'allais dire. C'était chier, c'est mauvais, on déteste. T'étais très bien. Tout le reste est mauvais. Mauvais. Mais toi, t'étais très Ton rôle est le seul intéressant. Mais c'est un chier, qu'est-ce qu'on s'est emmerdé. Oh là là, c'est lent, les images sont belles, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Voilà, c'était ma première sortie avec ma famille pour me voir. Et tu connaissais, toi, la première version aussi? Ah bah oui, bien sûr. Moi, je suis fan de SF. J'ai été élevée à Asimov et tout ça, donc les films de science-fiction. Tu préfères ta version, quand même. Non, je préfère l'original, je l'avoue. Après, on m'a vachement conseillé de le revoir en me disant, quand tu le vois une deuxième fois, quelquefois, tu peux plus l'apprécier. Moi, la première fois que je l'ai vu, effectivement, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça quand même superbe. Honnêtement, il est très très beau ce film. Et puis, moi j'ai quand même adoré mon personnage, encore une fois, on va me prendre pour une grosse égocentrique avec cette interview. Mais moi j'ai trouvé le personnage de Love super intéressant et j'ai adoré mes scènes. Et j'ai trouvé que ça rendait bien. Et donc voilà. Alors, autre question, tu nous disais tout à l'heure, évidemment, que tu n'étais pas forcément people, closer, machin, sur l'actu, etc. Cependant, malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de comédiens, quand au bout d'un moment, ils commencent, entre guillemets, à devenir une voix régulière, voire attitrée, ils se renseignent un peu, tiens, on est dans quel film aux États-Unis pour voir si en France, ils vont récupérer le rôle. Donc ils le font plein. Moi, je ne le fais pas. Mais au-delà de suivre forcément l'actu, pour quelqu'un comme Sylvia Hawks ou Anya Taylor-Joy, alors deux questions là. Alors la première, savoir si l'une d'entre elles, voire les deux, ou voire une autre comédienne ou actrice, tu aimerais les rencontrer. Quelles sont celles que tu doubles, que tu aimerais rencontrer idéalement? Est-ce que tu en as envie? Alors j'aimerais bien rencontrer Lady Gaga, parce que je l'ai fait une fois, je ne suis pas sa voix officielle, mais j'aimerais beaucoup. Sans déconner, ce serait quand même complètement dingue de rencontrer Lady Gaga et de faire bonjour, je vous ai fait sur un film. Tu sais, ces conférences sont sur le net, hein, donc si tu nous écoutes, si tu regardes Lady Gaga, ce message, j'aimerais beaucoup te rencontrer. Non, parce que je trouve que ce serait quand même complètement dingue de pouvoir rencontrer Lady Gaga, dont j'ai fait la voix française une fois. Mais honnêtement, Sylvia Hawks, alors, ça se prononce
Wax. Ok, on est bien, Bah, on est super. ouais, Donc Sylvia ne nous écoute pas. Si tu nous, voilà, non. Ouais. J'adorerais, mais par contre, je pense que je serais extrêmement intimidée parce qu'en plus, je suis sûre qu'il y aurait des caméras et les caméras, ça me stresse. Et autant je parlais très bien anglais, je le comprends super bien, autant je pense qu'avec le stress, tu me fais avoir une interview avec Sylvia toutes les deux. Je pense que je fais un peu pipi dans ma culotte. Bon, alors merci messieurs du TGS, si ça vous dit, on lance l'idée de voilà. faire une rencontre. Mais ça risque d'être, je risque d'être en sueur et de faire des petits malaises vagos sur les côtés. Voilà. Mais j'aimerais beaucoup. Et Anya Taylor-Joy, j'aimerais beaucoup, mais effectivement, je suis pas sa voix. Tu vois, je suis pas sa voix officielle pour le moment. Avoir un truc croisé où on pourrait interagir, ce serait génial. Mais entre nous, sans vouloir te couper et sans vouloir créer d'animosité avec d'autres collègues mais je crois qu'on est trois. Tes autres collègues, voilà les trois, en toute sincérité, sans vouloir évidemment écraser les autres, est-ce que idéalement tu aimerais devenir sa voix régulière ou à titre si je pouvais la suivre, j'aimerais bien, évidemment. Je vais pas dire que non, oui, alors écoutez, alternons toutes les trois. Non, mais évidemment. Non, mais en fait, je pense que la vérité, c'est que ça dépend du film qui sort. C'est ça. Là, je pense que pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à me mettre sur Anya, alors qu'avant c'était pas le cas, c'est que on m'identifie à une voix assez grave. Si je la prends vraiment dans mes graves, je peux avoir un truc vachement plus âgé aussi. Et que Anya, elle est toute fine, elle est toute blonde, elle est vraiment filiforme cette nana. Donc elle a un côté qui fait très jeune. C'est vrai. Et je pense que c'est pas ce que je dégageais moi au niveau de la voix, même si j'ai fait des personnages plus jeunes. J'ai fait Jules dans Euphoria, enfin j'ai fait pas mal de comédiennes plus jeunes, on va dire. Mais je pense que sur les films précédents, c'est ça qu'elle dégageait. C'était quelque chose de beaucoup plus léger. Donc c'est pas vers moi que ça allait. Là, on commence à se rendre compte dans Northman, dans Last Night in Soho, et dans Mario, on commence à se rendre compte qu'elle a des graves de ouf, cette nana. Comme Miley Cyrus. Voilà, elle commence à avoir ou Cyrose, c'est long le cas. Voilà, elle commence à avoir vraiment des vrais graves intéressants, et surtout on commence à voir que elle grandit en âge, donc c'est moins improbable de me mettre moi sur une comédienne qui dégage ce genre de choses. Donc à l'avenir, si tout d'un coup elle fait une femme enfant qui va parler avec un truc complètement comme ça, je pourrais le faire. Mais ce serait peut-être plus logique que les autres comédiennes qui l'ont doublée la retrouvent. Si tout d'un coup elle fait une nana et que dans sa voix en anglais elle garde ce côté rauque, bah oui, j'aimerais bien pouvoir continuer à la faire. Et puis on n'est jamais propriétaire, si je puis me permettre. Mais on n'est pas propriétaire. Et les directeurs artistiques, c'est sûr qu'ils vont pas faire ciseaux, cailloux, feuilles. Bon alors, entre les trois... Exactement, c'est à eux de choisir, c'est selon leur sensibilité. Quelquefois, c'est la sensibilité du client aussi. Ce que je trouverais bien, ce serait d'avoir la possibilité pour les prochains films que les comédiennes qui l'ont déjà doublé passent toutes les essais. En fait, ça, je trouve ça super. Oui, parce qu'après, c'est une bonne on compétition passe intellectuelle. On passe le casting, et en fonction de celle qui a le mieux réussi ou qui colle le plus au personnage, c'est elle qui est choisie, je trouve ça bien. Pour Mario, évidemment, je ne vais pas te demander si tu t'attendais à un succès pareil. Je l'imagine que comme tout le monde, tu as été prise au dépourvu. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? C'est-à-dire quand tu as appris effectivement ce succès extraordinaire, est-ce que les gens autour de toi t'ont dit, t'en parlent sans arrêt, tu te rends compte ou quand tu as vu comme il était fait, parce qu'au niveau qualitatif aussi en termes d'animation, il est quand même super bien foutu, tu y croyais? Et est-ce que tu croyais à ce point-là, à ce succès? C'est quand même honnêtement oui, parce que moi, quand je suis arrivée sur le film, il y avait déjà les bandes annonces qui étaient sorties. D'accord. Les premières qui ont fait le buzz, parce que honnêtement, voilà, ça reste entre nous, mais on est filmé, donc ça restera pas entre nous. Normalement, quand il y a des bandes annonces qui sortent pour des gros films, ou des films d'animation par exemple, l'un des films, moi j'ai fait une bande annonce de Mulan. Je suis pas dans Mulan, le film. Ça arrive super souvent. Que les bandes annonces, bande annonce de Carrie Coon dans SOS Fantôme, au départ, c'est pas moi. C'est une comédienne extraordinaire qui s'appelle Juliette Degène, que j'admire énormément. C'est pas elle qui a fait le film. Ça arrive très souvent. Les bandes annonces, ils les font rapidement. Quelquefois, ils vont garder les mêmes voix, mais quelquefois, non. Et à la fin, ils peuvent complètement changer. Quand les bandes annonces de Mario sont sorties, c'était exactement ça le principe. C'est que l'ADA, elle a fait « Oh, je prends mon casting de rêve avec des comédiens que j'adore, je vais les mettre dessus, je suis sûre qu'elles seront super. » Mais en se disant, après, ils vont tous se faire virer normal, parce qu'il va y avoir des star talents partout. Mais les bandes annonces ont eu un tel succès, et c'est uniquement grâce aux fans, honnêtement. C'est grâce aux fans, grâce au buzz énorme qu'il y a eu sur les bandes annonces, où les gens ont dit non, on veut pas que vous nous mettiez des star talents, on veut pas un tel ou bidule ou machin dessus, on veut les comédiens qu'on a entendus dans les bandes annonces.
que le casting a été conservé tel quel. Mais donc, oui, parce qu'il y a des amoureux des bandes annonces. Mais oui, puis là, il y avait une communauté qui l'attendait, hein, Mario, honnêtement. C'est Là, clair. on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme attente pour ce film. Et donc moi, quand je suis arrivée là-dessus, il y avait déjà 2 bandes annonces qui étaient sorties. Et donc moi, je suis arrivée avec un casting, avec un essai. On était donc plusieurs à postuler pour le rôle de Peach. Et on m'a expliqué tout de suite, en me disant, voilà, c'est hyper secret, c'est hyper chaud, c'est hyper attendu, donc tu vas voir, c'est vraiment, faut être très carré, tu n'en parles à personne, tu ne dis rien, Donc oui, je m'y attendais. Je m'attendais clairement à ce que ce soit quelque chose d'important. Comme ça, oui, il y avait une pression de ouf. Avec des indicateurs forts. On savait que à la fois les clients, ils avaient une sorte de pression parce que voilà, il fallait. Ah oui, alors s'il reste 5 minutes, moi je veux des questions. Oui. Voilà. Alors maintenant, vous avez des questions? Parce que c'est bien de parler de moi, mais moi je m'en fous. Je veux savoir qu'est-ce que vous me pensez, qu'est-ce que vous avez comme question. Vous, dites-moi tout. Je suis désolée, oui, je te coupe. Voilà, vous avez des questions? Ah, il y en a plein. Allez. Du coup, est-ce que vous arrivez à en vivre aujourd'hui? Oui. Alors, j'ai été comédienne toute ma vie en théâtre. Tu galères ta race. Tu gagnes 1200 balles par mois, comme ça, la gueule, comme ça, en faisant, tu cours par tous les théâtres, c'est un enfer. Le doublage, très sincèrement, ça paye beaucoup mieux que le théâtre. Ça n'a rien à voir. Même pour des petites choses, même pour des petits rôles, les cachets minimums sont beaucoup plus intéressants. Et j'ai beaucoup de chance. Je fais pas beaucoup de rôles connus, donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui... Puis ma voix est pas facilement reconnaissable. Oui, parce que c'est pas en fonction forcément des rôles. Identifiable. Ouais, moi j'ai pas une voix, j'ai pas la voix... Oui, Bruce Willis ou la voix magnifique de Dorothée Pousseau qui a un petit côté granuleux dans la voix, qui est hyper intéressant, on la reconnaît tout de suite. Ça peut être à double tranchant, moi, voilà. Toi t'es plus passe-partout. Effectivement, moi je suis un peu passe-partout, je suis un peu le couteau suisse, donc je travaille beaucoup, même si on s'en rend pas compte, je travaille pas que sur des gros projets, mais je travaille sur plein de trucs, plein de séries, plein de films, donc moi j'ai du bol, ça se passe super bien, et encore une fois, je dis merci à l'univers pour cette chance incroyable, parce que j'ai pu me marier, divorcer. C'est vrai, j'aurais été vraiment dans la merde si j'avais pas fait du doublage, là, tu vois, vraiment. Et vous enregistrez de plus en plus seul en cabine, hein, c'est bien le cas. C'est ça, on est beaucoup plus seul. Et sur le Mario aussi Oui, on est seul à la barre. Voilà, parce que ça souvent. peut changer aussi. Mais ça, par contre, ça change rien au tarif, que tu sois tout seul ou à plusieurs. Quel que soit le nombre d'heures que tu mets à enregistrer, c'est le nombre de lignes qui compte. Il y a moins de ping-pong vocal, mais bon, il y en a qui préfèrent, il y en a qui n'aiment pas. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre expérience dans Grey's Anatomy? Tout à fait. Alors, Grey's Anatomy, c'était mes débuts. J'ai adoré, je suis arrivée sur Karina, je fais « Oh, c'est génial !» Et puis j'ai commencé Karina, puis je me suis dit « Putain, mais ce personnage a un super potentiel, j'adore la comédienne, pourquoi il ne le développe pas ?» Et j'étais très triste parce que moi je suivais Grey's Anatomy, j'étais une fan de Grey's Anatomy, les premières saisons comme une folle, je les ai regardées plein de fois, j'avais adoré. Et puis là je me suis rendu compte que clairement dans Grey's Anatomy, ils ne savaient pas trop quoi faire de Karina. Et quand ils l'ont passé à Station 19, j'ai fait « Ouais, allez, Karina de retour !» En la faisant sortir avec la chef des pompiers. Il s'est passé quelque chose et Karina a pu être développée. Et donc maintenant, elle revient faire des toutes petites choses dans Grey's Anatomy. Honnêtement, dans Grey's Anatomy, c'est un personnage complètement secondaire maintenant. Mais elle a pu se développer dans Station 19 et grâce à ça, c'est super parce que maintenant, je la suis depuis des années. Et j'ai eu le plaisir aussi en passant de Grey's Anatomy où le client avait demandé que toutes les scènes en italien soient faites en français, ce que je trouvais très dommage, même si je parle pas une broquille d'italien. Alors que dans Station 19, ça a été l'inverse. Ils ont dit on veut que toutes les scènes en italien soient en italien. Et donc j'avais des comédiennes, notamment Ivana Coppola, qui est une super comédienne de doublage, qui est italienne, qui m'a coachée sur le plateau, et Glenn Hervé aussi, qui m'ont coachée sur le plateau pour que je puisse faire les scènes en italien. Donc je me suis éclatée. Ça a bien évolué. Maintenant, c'est 50 nuances de Grey's Anatomy. C'est ça. C'est ça. Et là, j'ai moins suivi les dernières saisons. Je crois qu'il y avait une question par là aussi. Oui, en plus, l'univers... Mais c'est pas la fille de Bowser? C'est Bowser. Oui, parce que... Alors, il y en a qui disent qu'elle est pas dans la légende, elle y est pas. Bon. Non, elle n'est pas. C'est dommage, je crois que tu as un rôle très sympa à doubler, avec super. Wario aussi. Je t'en prie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, dans le film Mario, la chanson Pitchounette. Ouais. Oui. J'ai vu que dans toutes les langues, Toutes. ils ont gardé le pitches. Ouais. Pourquoi le mot en français Pitchounette? Je sais que ça arrive, c'est super. Pourquoi le pitchounette? Et ben ça, j'en sais rien, c'est les auteurs qui ont adapté, mais On va leur honnêtement, moi demander. je trouve que Pitchounette. Je me suis posé la question en italien, en espagnol, en allemand, dans toutes les Non, mais nous, on est langues. chieurs, tu sais, on aime bien, enfin, en général, en France, je me sais pas. Et ben parce que je pense qu'on a des adaptateurs qui quelquefois sont plus créatifs. Parce que sincèrement, pour moi, le Pitchounette amène quelque chose qui est beaucoup plus Peut-être une rigolo, volonté quoi. de, tu sais, les jeux de mots, être un petit peu C'est ça. différent des autres aussi. Et je pense Parce que sinon, c'était un simple pitch, quoi, tu vois. Pitchounette.
Mais je ne sais pas comment ça se fait, mais je pense qu'on a des adaptateurs qui défoncent, nous en France. Voilà, qui arrivent à être créatifs et qui ont la possibilité de le faire. Et là, le pitchounette, pour moi, c'est un vrai plus. Oui. Alors après, lorsque les bandes annonces sont sorties, du côté anglophone, ils n'étaient pas très joyeux au niveau de leur voix. Et il se trouve que IGN et d'autres magazines ont tous recommandé la version française. Et vous avez réagi comment quand vous l'avez appris? Eh ben, on a été tous extrêmement heureux. Honnêtement, ça a été un bonheur absolu. Quand on a vu le nombre d'interviews qu'on nous demandait, tout ça, l'emballement qu'il y a eu autour de cette VF, et puis aussi le fait de se dire, bah, c'est peut-être oui, c'est la première fois qu'un film aussi important n'a pas de star talent et on se rend compte que les comédiens de doublage, il n'y a pas besoin d'avoir des gens qui sont connus, il n'y a pas besoin d'avoir, même s'il est très bien, j'ai rien contre lui, mais Franck Dubosc qui fait Luigi, ça permet de faire des plateaux télé pour mieux vendre le film. Mais en fait, c'est pas obligatoirement un gage de qualité. Ça se trouve, il aurait été très bien sur Luigi, hein. Je dis ça au pif. Enfin, ça aurait fait Camélia Jordana sur Peach, tu vois. Bon, ça se trouve, elle aurait été très bien aussi. Mais on n'a pas besoin de ça pour faire un truc de qualité. Et que les comédiens de doublage qu'on a en France, mine de rien, on a les meilleures versions de doublage du monde. C'est vrai. Je sais pas si vous avez déjà vu des films, genre d'Amérique du Sud, doublés en anglais par les Américains. C'est à chier. C'est clair. C'est à chier, ils savent pas faire. Mais non, ils font tous les films, ils ont pas la technique pour faire des trucs. Et quand tu vas dans certains pays de l'Est, c'est une seule voix masculine qui parle par-dessus les autres et qui fait tous les rôles. Et les enfants et ados s'en foutent de savoir si c'est un Chabat qui double Shrek ou pas. Ça fait des Bien coups de sûr. télé 7 jours. Ça mais fait en plus, voilà, nous, on a une tradition du doublage depuis des années. Alors oui, il y a les adeptes de la VF qui diront la VO est toujours mieux. Ah oui. C'est vrai, il n'y a pas de raison qu'on soit meilleur en VF qu'en VO. En VO, ils ont des coachs, ils travaillent pendant des mois, ils ont la possibilité de faire plusieurs prises. Nous, on n'a pas le rôle à l'avance, on n'a pas le texte à l'avance. On arrive devant le micro, on nous dit voilà, tu vois la scène 2 fois, éventuellement 3 fois si tu as le temps, sinon c'est 2 fois. Quelquefois c'est 1 fois quand c'est des séries que t'as pas le temps du tout, et tu dois le faire derrière, et tu reprends les choses qui vont pas, mais t'as pas le temps de te mettre dans le personnage, d'avoir le temps de répéter et tout. C'est pas du tout la même chose, on peut pas faire la même chose qu'en anglais. Par contre, on peut faire des choses quand même que je trouve extraordinaires, d'autant plus que pour toute une partie de la population, bah la VO sous-titrée c'est pas possible. J'en parlais ce matin pendant une interview, ma maman, pendant toute sa vie elle a regardé de la VO sous-titrée avec mon père, et bah là depuis quelques années avec ses lunettes et tout, elle n'arrive plus. Les sous-titres à passer de haut en bas, ça la fatigue, et en fait elle ne peut pas tenir longtemps sur un film. La VF, elle maintenant, elle regarde tout en VF. Moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont des problèmes de dyslexie aussi. Oh, punaise, allez regarder une série anglaise avec des sous-titres. Il faut y aller pour comprendre la rythmique du truc, réussir à suivre l'image tout en ayant les sous-titres à toute pompe. C'est pas simple du tout pour tout ce qui est comédie et tout. Alors oui, effectivement, il peut y avoir une déperdition de qualité au niveau de l'humour, ça peut arriver. Mais voilà, pour plein de gens comme ça peut être, voilà, pour les gens qui sont malvoyants. Pour les gens qui parlent pas très très bien anglais du tout. Et qui de toute façon ils vont passer leur temps sur les sous-titres et donc ils ne regarderont pas l'image. Ils vont perdre plein de trucs de jeu d'expression du comédien. Donc les VF, c'est quand même pour moi, ouais, je défends un peu mon métier alors que vraiment j'étais une fan de VO sous-titré et les jeux vidéo. Moi je suis incapable de faire un jeu vidéo avec des scènes d'action où tout d'un coup on me cause en anglais, il faut que je regarde le sous-titre tout en tirant et tout en faisant putain, il faut que je chope le machin et le truc, c'est pas possible. Tu en doubles beaucoup du Star Wars, du League of Legends, Ouais. etc. Ça serait intéressant de savoir d'ailleurs comment c'est différent encore de doubler du dessin animé au niveau de la technique. Ça n'a rien à voir, les jeux vidéo ça n'a rien à voir, les jeux vidéo, sauf dans Last of Us où on avait des cinématiques, mais sinon les jeux vidéo, faut savoir un truc, c'est qu'on n'a aucune image, on n'a que des ondes sonores qui s'affichent à l'écran, et on doit faire la même onde sonore, on a l'anglais qui passe dans le casque, et tout de suite derrière, on doit refaire la même chose. Et quelquefois, vous avez 4 heures de « À l'attaque! Archer! On y va !» C'est que ça, et on n'a aucune image. Et donc quelquefois, on ne sait pas si on parle à un personnage qui est à 10 mètres, s'il est à côté de soi, s'il faut chuchoter, s'il faut être en colère. Il faut essayer de se repérer juste avec l'onde sonore et ça s'enchaîne tout de suite. Et ça peut être 800 fichiers qui s'enchaînent. Donc voilà, les gens qui ne sont pas des grands fans des VF de jeux vidéo, ils n'ont pas du tout conscience de la complexité que c'est de faire des VF de jeux vidéo. Alors il va falloir qu'on... je suis désolée. La conférence, on pourrait rester des heures, elle est passionnante, on est d'accord. Elle est passionnante, on l'applaudit encore très très fort. Ouais, si vous avez d'autres questions, venez me voir là-bas, je vous répondrai pendant les dédicaces. On pourra compléter sur le stand, mais effectivement, on peut citer pêle-mêle l'attaque des titans, Maki dans Jutsu Kaisen, Shank dans Ralph 2.0, c'est peut-être pas pour rien, Super Mario, Shirai dans Dragon Ball Super.
et tant d'autres dans les jeux vidéo. On pourra en parler davantage. Oui, dans les Elle Star est Wars, passionnante. l'armurière. Venez, elle a Des encore draps plein de choses Miro à dans vous Andorre. raconter. Voilà. Et en plus, elle est J'ai fait gameuse, Princesse c'est pas Leia formidable. dans le jeu Merci vidéo. à vous. Et donc, on passe le micro oui, pour il y a la deux personne minutes. suivante. Voilà. Merci à vous. À très vite alors.